Partir d'Israël, c'est une sacrée décision. Mais est-ce qu'on pense toujours à la rupture de résidence fiscale? C'est une étape, mais alors une étape cruciale, souvent un peu floue, mais vraiment la base pour être tranquille financièrement à l'étranger. On va décortiquer tout ça. Alors, la vraie question, la voici. Est-ce qu'on a vraiment quitté Israël du point de vue du fisc? Ça a l'air simple comme ça, mais détrompez-vous, pour l'administration fiscale israélienne, c'est loin d'être évident. Juste prendre ses valises et partir, ça ne veut pas dire qu'on a coupé les ponts sur le plan fiscal. Et croire ça, c'est s'exposer à de très très mauvaises surprises financières. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Pour le fisc, un déménagement, ça ne suffit tout simplement pas. Ce n'est pas parce qu'on n'habite plus physiquement en Israël que, hop, par magie, les obligations fiscales disparaissent. Non, l'administration fiscale, la Rashut Amissim, elle va regarder la situation dans sa globalité. Allez, voici le programme. D'abord, on va voir pourquoi faire ces cartons, ça ne suffit pas. Ensuite, on se penchera sur les deux grands critères, le fameux centre des intérêts vitaux et la règle des jours. Après ça, on verra concrètement ce qu'il faut faire, la démarche à suivre. Et pour finir, on parlera de l'importance de se faire accompagner. C'est parti? Alors, première partie, partir ne suffit pas. On va essayer de bien comprendre ce que c'est, cette rupture de résidence fiscale. En hébreu, on dit « nituk toshavut ». En gros, c'est la démarche officielle pour dire au fisc « ça y est, je ne suis plus résident ». Et vous allez voir, l'enjeu financier derrière tout ça, il est énorme. Et là, regardez bien la différence, parce qu'elle est juste fondamentale. D'un côté, le résident fiscal. Il est imposé sur la totalité de ses revenus, peu importe où il les gagne dans le monde. De l'autre, le non-résident fiscal, lui, il n'est imposé en Israël que sur les revenus qui viennent d'Israël. On comprend tout de suite pourquoi c'est si important de clarifier son statut, Et attention, gros point de vigilance ici. Il ne faut surtout pas croire que c'est au fisc de faire le travail, pas du tout. C'est au contribuable et à lui seul de prouver, de démontrer que le centre de sa vie n'est plus en Israël. C'est un principe de base, mais il faut vraiment se le graver dans la tête. Bon, on attaque le gros morceau maintenant. Le critère numéro 1, vraiment le plus déterminant de tous, le Merkaz Ahaim. C'est le centre des intérêts vitaux. En fait, c'est un test qualitatif. Le fisc cherche à savoir où se trouve le vrai centre de la vie d'une personne. Alors, pour déterminer ce fameux centre, le fisc va regarder tout un tas de choses, un vrai faisceau d'indices. D'abord, les liens familiaux. Où est-ce que le conjoint habite? Où les enfants sont-ils scolarisés? Ensuite, les liens économiques. Les comptes en banque, les investissements, les biens immobiliers, où sont-ils? Et enfin, les liens sociaux. Un exemple tout bête, être toujours affilié à sa Coupat Olim, l'assurance maladie, c'est un signal très fort pour le fisc. Prenons un exemple très concret, un cas d'école. Imaginez une personne qui part travailler à l'étranger, toute seule, mais qui laisse son conjoint et ses enfants en Israël. Eh bien, dans un cas comme ça devient mission quasi impossible de prouver que le centre de sa vie a vraiment déménagé. Pour le fisc, c'est un énorme drapeau rouge, un signal d'alerte maximal. Ok, après le qualitatif, passons au deuxième critère, le quantitatif. On l'appelle la règle des jours, là c'est beaucoup plus simple, c'est purement mathématique, on compte le nombre de jours passés sur le territoire israélien. Mais, et c'est un grand mais, ce n'est qu'une présomption. Alors, comment ça marche, cette présomption? La loi dit qu'on est présumé résident fiscal dans deux cas. Premier cas, si on passe 183 jours ou plus en Israël sur une année. Simple. Deuxième cas, un peu plus complexe, si on passe au moins 30 jours dans l'année et que sur les 3 dernières années, en comptant l'année en cours, on atteint un total de 425 jours. Ce sont des seuils chiffrés, très précis. Mais, et c'est vraiment le point crucial à comprendre, ce calcul de jours, ce n'est qu'une présomption. Ça veut dire qu'on peut la contester, la renverser. Comment? En prouvant que malgré les jours passés en Israël, le centre des intérêts vitaux est bel et bien à l'étranger. Même si on dépasse les seuils, ce qui compte avant tout, c'est le qualitatif. Le qualitatif l'emporte toujours sur le quantitatif. Voilà, c'est ça la règle d'or, celle qu'il faut absolument retenir. L'analyse de la situation réelle, des faits, des circonstances de la vie. Ça aura toujours plus de poids qu'un simple comptage de jours sur un calendrier. Bon, maintenant qu'on a bien compris les critères, on passe à la pratique. Que faut-il faire concrètement? Parce que, et ça c'est important, la rupture de résidence fiscale, ça ne se fait pas toute seule, ce n'est jamais automatique. Non, c'est une démarche active, proactive, qui demande de monter un dossier solide. On peut résumer ça en 3 grandes actions clés. D'abord, il faut documenter, prouver que le départ est bien pour de bon, qu'il est permanent. Ensuite, il faut déclarer officiellement cette intention au fisc, via un formulaire bien précis. Et enfin, il faut construire, consolider et être capable de prouver qu'on a de nouveaux liens bien solides dans son nouveau pays. Et ce fameux formulaire, c'est le formulaire 1348. C'est vraiment le document central de toute la démarche. C'est la déclaration officielle où l'on va tout détailler sur sa nouvelle vie à l'étranger. La nouvelle adresse, les nouveaux liens familiaux, les comptes en banque, tout. C'est un acte très fort qui envoie un message clair au fisc.
Autant dire qu'il faut le remplir avec un soin extrême. Attention, il y a un piège, une zone grise à très haut risque. C'est ce qu'on appelle la Tkoufat Istaglout, la période d'adaptation. En théorie, la loi donne 3 ans pour bien s'installer à l'étranger. Mais en pratique, c'est très flou juridiquement. Et le fisc, lui, a tendance à considérer que pendant ces 3 ans, on est toujours résident. Essayer de gérer cette période tout seul, c'est vraiment jouer avec le feu. Toute cette complexité, ça nous amène logiquement à notre dernier point. Et il est essentiel. Essayer de gérer tout ça en solo, c'est une mission périlleuse pour ne pas dire autre chose. Se faire accompagner par un expert, ce n'est pas juste une dépense, non. C'est un véritable investissement stratégique. Et les bénéfices y sont évidents. Un expert, ça apporte d'abord une sécurité juridique avec un dossier en béton. Ça permet bien sûr d'optimiser sa fiscalité. Ça apporte de la clarté dans une situation qui est souvent un vrai casse-tête. Et surtout, ça permet d'avoir un plan d'action, du concret, du sur-mesure. Et puis, il y a tout ce contre quoi ça protège. Parce que les risques sont bien réels, et ils sont sérieux. On parle d'erreurs qui peuvent coûter une fortune en rappel d'impôt, en pénalité. On parle de requalification fiscale, et ça peut même aller, dans les cas extrêmes, jusqu'à des accusations d'évasion fiscale. Ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Finalement, la vraie plus-value d'un professionnel, c'est ça. Chaque situation est unique. L'expert va analyser le cas dans les moindres détails pour construire un argumentaire sur mesure, vraiment béton, basé sur les faits, pour prouver de manière incontestable que le centre de la vie a bel et bien été déplacé. On va se quitter avec cette question en tête. Une nouvelle vie à l'étranger, ça mérite d'être bâti sur des fondations solides, n'est-ce pas? Eh bien, s'assurer que ces fondations sont fiscalement solides, ce n'est pas une option. C'est la condition sine qua non pour que cette nouvelle vie soit réussie et surtout sereine.